Ce nouveau webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir une fois de plus pour ce 9e webinaire qui s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Aujourd'hui, j'accueille Pierre Bon, qui est président d'Infacto. C'est une agence de marketing digital et pragmatique. Le thème de ce webinaire, c'est comment LinkedIn vous aide à booster votre leadership commercial. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Nous avons convenu avec Pierre Bon que nous allons, dans la mesure du possible, prendre vos questions au fil de l'eau. Vous l'avez compris, vous êtes très nombreux en ce début d'après-midi. Donc, je serai dans l'obligation de faire un tri sur les questions que vous allez nous poser sur le chat. Et si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, vous pourrez nous les adresser par mail, soit directement à la CCI, soit à notre intervenant. Voilà, nous avons 45 minutes donc à passer ensemble. Comme d'habitude, je vais relayer vos questions. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible dès ce soir ou dès demain sur notre chaîne YouTube. Et le support de présentation vous sera également envoyé par email. Je vous ai tout dit. Pierre, je vous laisse la main. Merci Charlène. Donc on va commencer. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux. Le sujet de LinkedIn, c'est un sujet qui passionne. Concrètement, il y a à peu près il y a quelques années, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Infacto et qui, comme ça a été dit, est une agence de conseil en marketing digital. Et comme c'était pas assez simple d'entreprendre, j'ai voulu compliquer un peu la chose puisque je l'ai couplé avec un déménagement. Et vous savez ce que c'est. Quand on déménage, on perd son réseau. Et donc, pour renouveler mon réseau et lancer mon entreprise, je me suis intéressé à ce que je vendais à mes clients encore plus. En fait, je me le suis appliqué et je me suis impliqué dans l'utilisation de LinkedIn dans cette optique qui n'est pas simplement de me faire de contacts, mais plus de développer du business. Et donc, par rapport à ça, je me suis vite retrouvé face à un paradoxe, puisque quand on parle de développer du business avec les réseaux sociaux, on parle de social selling. Et social selling, ça veut dire vente sociale, si je fais une traduction littérale. Si ce n'est que je vais vous expliquer le paradoxe, mais juste avant, je voudrais vous indiquer que la présentation que vous allez voir est en téléchargement libre et l'adresse vous est donnée ici. Donc, il y a deux solutions. Soit vous faites une copie d'écran, soit vous prenez votre smartphone et vous photographiez votre ordinateur. Marlène, je pense qu'on peut peut-être mettre le lien dans le chat, si c'est possible. Voilà, comme ça, vous pourrez aller le récupérer directement dans la boîte. Alors, Pierre, on a un petit reviens. Pierre, oui. Excusez-moi. L'image est très floue, donc ça, c'est pas très grave. On va vous demander simplement de vous avancer un petit peu et de parler un petit peu plus fort. C'est les remarques que l'on me fait là sur le chat. On ne vous entend pas super. Alors, ce que je vais faire pour l'image, pour ma caméra, c'est que je vais couper la caméra pour gagner de la bande passante. En effet. D'accord. Et on va se concentrer sur la présentation. OK. Est-ce que pour le son, on est bon? On est bon. On est bon. OK pour le son. OK pour le son. Je vais être vigilante. En effet, quand je tape sur mon clavier, ça fait quelques interférences. Je ne tape pas beaucoup sur mon clavier. Je vais être plus vigilante moi aussi. Allez-y, Pierre, on vous écoute. Alors, je ne peux pas mettre le lien dans le chat parce que c'est une image que je ne peux pas copier-coller, mais on vous l'enverra. Non, par contre, je vous l'ai envoyé par mail. Ah, super. Impeccable. Voilà. Merci. Donc, je reprends le fil de cette présentation pour vous dire, en fait, je vous ai mis ici une photo de mon profil et vous voyez que j'ai fait un petit montage. J'ai mis sur la droite de mon profil un bouton bleu qui pourrait s'apparenter au bouton acheter d'un site e-commerce. Et en fait, j'ai fait ce montage pour vous expliquer le paradoxe dont je parlais précédemment. C'est qu'en fait, le LinkedIn, on parle de vente sur les réseaux sociaux, mais LinkedIn, c'est pas un site e-commerce. Et la question que ça amène, c'est finalement comment peut-on vendre s'il n'est pas possible d'acheter? Il n'y a rien à acheter sur LinkedIn. Donc, comment peut-on vendre quelque chose?
Et pour vous expliquer ça, je suis obligé de commencer cette présentation avec une notion qui est très importante en termes d'utilisation d'Internet dans une optique de business, c'est la notion de conversion. Alors, cette notion de conversion, je vais vous l'expliquer très simplement. Quand vous franchissez la porte d'un magasin ou vous allez sur un site marchand pour acheter, je ne sais pas, par exemple, une paire de chaussures, vous réalisez ce qu'on appelle une conversion. C'est-à-dire que vous passez de l'intention à l'action. Et comme cette conversion met fin à votre décision et à votre cycle d'achat, on parle de macro-conversion. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette macro-conversion, elle n'est possible que parce que vous allez préalablement et de façon parfois, même la plupart du temps, totalement inconsciente, traverser un certain nombre de micro-conversions, c'est-à-dire vous allez réaliser un certain nombre d'actions, de micro-actions, qui vont vous amener à cette macro-conversion, c'est-à-dire à l'acte d'achat. Et en fait, ces micro-conversions, c'est ce qui définit votre comportement d'achat. Alors, le comportement d'achat, il est assez simple à comprendre. Il se décompose en différentes phases. On va se concentrer d'abord sur les 3 premières phases, qui sont la phase de découverte, la phase de considération et la phase d'évaluation. En phase de découverte, je prends conscience, en tant qu'acheteur, je vais prendre conscience de mon besoin. J'ai besoin d'une nouvelle chaussure de sport. Alors, en l'occurrence, là, je parle de chaussures de sport, mais peut-être qu'au moment où je vais aller sur Internet pour commencer mes recherches, ou en tout cas au moment où je vais prendre conscience de mon besoin, ce n'est pas d'avoir une paire de chaussures, c'est plutôt d'avoir, une problématique qui est par exemple la problématique j'ai mal au dos quand je cours. Et donc, la réponse à cette problématique, c'est que finalement, je n'ai pas les bonnes chaussures pour courir. Donc, la phase de découverte, c'est la première phase du cycle d'achat, la première phase du parcours d'achat, et c'est celle où je vais me poser la question finalement, pourquoi j'ai cette problématique? La deuxième phase du parcours d'achat, c'est ce qu'on appelle la considération. La considération, c'est la phase où je vais commencer des recherches, je vais lister un certain nombre d'acteurs qui peuvent potentiellement répondre à ma problématique. Dans l'exemple que j'ai donné, qui est celui des chaussures de sport, si j'ai besoin de chaussures pour courir, je vais commencer ma recherche en me disant, ok, je cours de plus de 10 km, moins de 10 km, etc., etc. Et en fonction d'eux, je vais déterminer un certain nombre d'acteurs, Nike, Reebok, Adidas, qui sont capables de répondre à ma problématique. L'étape d'après, c'est la phase d'évaluation, c'est-à-dire que j'ai déterminé un certain nombre d'acteurs et en fait, ou un certain nombre, en tout cas, d'offres qui peuvent répondre à ma problématique, et je vais les comparer les unes aux autres. Alors, je vais les comparer en fonction de critères qui me sont propres, ça peut être des critères de prix, ça peut être des critères de disponibilité, etc., etc. Ensuite arrive l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait toute ma phase de découverte, que j'ai pris conscience de mon besoin, que j'ai déterminé un certain nombre d'acteurs susceptibles d'y répondre et que j'ai fait mon choix au travers d'une évaluation, je vais passer à cette fameuse macro-conversion qui est l'acte d'achat. Ce qu'Internet a changé dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la démarche, 80% du parcours d'achat se fait de façon complètement autonome, sans même action des marques, sans interférence en fait d'un vendeur dans votre prise de décision. Aujourd'hui, quand vous avez un besoin, vous allez sur Google, vous tapez votre question et vous obtenez les réponses. Et en fait, le fait que 80% de la démarche se fasse de façon complètement, en fait, c'est 80% de la décision d'achat qui se prend de façon complètement autonome, ça pose une problématique aux marques et aux entreprises. Laquelle, tout simplement, comment je prends du leadership alors que la décision se prend de façon complètement autonome. La réponse, c'est que pour reprendre du leadership, il faut que les marques positionnent très, très en amont sur Internet des stimuli qui vont répondre à chacune des étapes du parcours d'achat. Comment une marque, en utilisant du contenu à forte valeur ajoutée, va créer le besoin chez le consommateur, va attirer son attention pour avoir sa considération et va se positionner comme un expert pour être finalement reconnu en phase d'évaluation. Pour faire ça, les marques disposent de
4 leviers. Le premier levier, c'est le référencement naturel. Le problème du référencement naturel, c'est qu'il est long à mettre en place, même si c'est le plus périn. Le deuxième, c'est le référencement payant. Le problème du référencement payant, c'est que quand vous arrêtez de payer, bah, finalement, vous perdez tout le bénéfice. Le troisième, pardon, c'est l'emailing, mais encore faut-il avoir une base d'emailing qui soit qualifiée. Et le quatrième levier pour créer ces stimuli et donc en fait communiquer des contenus à valeur ajoutée, pousser des contenus à valeur ajoutée directement auprès des consommateurs de façon ciblée, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui explique que la prospection, alors ce que j'appelle la prospection dans le dur, hein, c'est par exemple le following, est devenue inefficace sur 80% des décideurs. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que soit ils n'ont pas réagi aux stimuli en ligne qui ont été posés par les marques ou les acteurs qui répondent à leurs problématiques, et ça veut dire deux choses, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas de besoin. La deuxième, c'est qu'ils l'ont déjà résolu. Et donc, au moment où moi je vais téléphoner pour faire une démarche de prospection, bah, soit j'arrive trop tard, soit je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas cette problématique, ou ils ont déjà réagi aux stimuli qu'ils ont vus en ligne et ils sont déjà engagés dans leur processus de décision. Et donc, au moment où je vais les appeler, soit leur processus de décision les a amenés à moi, et ça, là, c'est un coup de chance, soit finalement, j'arrive après la bataille. Ce que va vous permettre LinkedIn, c'est de retrouver du leadership en donnant la visibilité à des contenus qui sont des contenus à forte valeur ajoutée. En fait, LinkedIn va vous permettre de développer votre leadership commercial en jouant sur 3 paramètres qui sont la visibilité, l'autorité et la préférence. Et tout ça auprès d'une audience qui est une audience qualifiée, une audience ciblée que vous allez cibler vous-même au travers de l'outil. En d'autres termes, ce que LinkedIn peut vous permettre de faire, c'est de positionner en face du parcours d'achat ce qu'on appelle un tunnel de vente en vous donnant de la visibilité au moment de la phase de découverte, en créant votre autorité. Alors, quand je parle d'autorité, hein, c'est de côté positionnement expert au moment de la phase de considération et en vous permettant de créer la préférence au moment de la phase d'évaluation. Pour résumer, ce que vous permet de faire LinkedIn, c'est de positionner un tunnel de vente en face du tunnel d'achat de vos consommateurs, de vos clients potentiels. Il y a 3 clés pour réussir sur LinkedIn. La première clé, c'est ce qu'on appelle la marque professionnelle, savoir communiquer sa marque professionnelle. Alors, je vous annonce, si vous n'avez pas vu précédemment, et je crois qu'on va en reparler un peu plus tard avec Marlène, en fait, ce webinaire, c'est le premier d'une série de 3. Et au cours de ces 3 webinaires, on va aborder chacune de ces clés. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de la marque professionnelle. La deuxième clé étant la sphère d'influence, qui est programmée, je crois, la semaine prochaine. Et la 4e clé est un concept qui m'est un peu propre, mais qui est en fait que j'ai créé parce que c'est quelque chose qui me manquait dans toutes les formations que j'ai pu voir sur LinkedIn, c'est savoir sortir de la friend zone. La friend zone, bah, c'est quand vous cherchez des clients sur LinkedIn, mais qu'au final, vous vous faites que des amis. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'attaquer sur savoir communiquer sa marque professionnelle, c'est-à-dire d'attaquer sur la première clé de la réussite sur LinkedIn. Pour créer sa marque professionnelle, en fait, il faut considérer 4 dimensions. Ce que je suis, c'est bien entendu le profil. Qui je fréquente, c'est ce qu'on appelle l'audience de base, et je vais vous préciser ce qu'est une audience de base. Ce que votre audience de base et ce que vos contacts disent de vous sur LinkedIn, et enfin, ce que vous-même vous racontez au travers de votre prise de parole, au travers de vos différentes interactions sur LinkedIn. Pour ce qui est du profil, donc ce que je suis, il y a une chose qui peut vous aiguiller sur votre profil, c'est ce qu'on appelle le statut d'expert absolu. Alors, je crois, Charlène, que vous avez préparé un petit sondage. Il existe aujourd'hui. Oui, on peut le lancer peut-être? Allez, on lance le premier sondage. Donc la question c'est quel est votre statut LinkedIn? Je le lance. Ok. Alors il existe plusieurs profils, plusieurs statuts pardon sur LinkedIn.
Le premier étant le statut débutant, intermédiaire, avancé, expert, expert absolu. C'est LinkedIn qui vous donne, ce statut. Pour le trouver, c'est simple, hein, vous vous connectez à votre profil, vous allez vous passez en mode éditeur, c'est-à-dire le mode pour modifier votre profil. Et sur le second bloc, je crois, vous avez votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord, on vous indique sur la droite si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, expert ou expert absolu. Ok, alors Pierre, je vais simplement demander aux participants de ne pas répondre dans le chat, hein, mais bien de cliquer sur l'écran et ça nous permet de voir un petit peu en live. Pierre, est-ce que vous voyez le résultat du sondage? Pas du tout. Alors, non, je ne vois pas le résultat du sondage. Allez, donc on laisse simplement encore une petite seconde, les gens remplir. On a environ 32% des gens qui sont débutants, 27% en intermédiaire et on a aussi 33% en expert absolu. Et puis quelques... Très bien. Alors, Allez, je vais revenir quand même sur la... Pardon? Je ferme le sondage, allez-y. Je vais revenir quand même sur cette notion d'expert absolu. Le statut d'expert absolu, si je vous en parle, c'est simplement que LinkedIn vous donne cet indicateur pour vous donner des pistes pour augmenter votre visibilité. C'est-à-dire qu'un statut qui est, si vous avez un statut d'expert absolu, ça ne veut pas dire que vous avez une parfaite maîtrise de l'outil de LinkedIn, ça veut surtout dire que votre profil est complet et rempli selon les critères de LinkedIn. Alors, si c'est important quand même de considérer, c'est que le fait de passer en expert absolu va augmenter votre visibilité au sein du réseau. Ça va augmenter votre visibilité. Parmi les bénéfices qui sont annoncés, alors c'est des statistiques par LinkedIn, hein, c'est pas moi qui les sors du fond de ma poche. Le fait d'être en expert absolu va va rendre votre profil 40 fois plus susceptible de recevoir des opportunités. Ça va vous rendre 27 fois plus susceptible d'être trouvé sur le réseau par des gens qui cherchent des experts, en tout cas des experts de votre domaine. Et ça va surtout générer 21 fois plus de vues de votre profil. Donc, là encore, c'est bien entendu un levier pour générer des opportunités et générer des opportunités commerciales. Alors, comment on passe du statut de débutant à expert absolu? C'est assez facile, en fait. Il y a des indicateurs. Hein. LinkedIn doit vous les indiquer quand vous vous connectez sur votre profil. Il va vous demander de remplir un certain nombre de critères. Le problème, c'est que, alors les critères, je vous les donne tout de suite. Il y en a 4. C'est la photo, le titre, ce qu'on appelle maintenant l'info, enfin les infos, qui s'appelait précédemment le résumé, et puis votre parcours et vos formations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que LinkedIn, lui, va vous dire, pour avoir un statut d'expert absolu, il faut que vous mettiez une photo, il faut que vous remplissiez votre titre, il faut que vous remplissiez tel indicateur. Le problème, c'est que c'est juste une approche qui est une approche quantitative. C'est absolument pas une approche qualitative. Je m'explique. Si vous mettez la photo de votre chien, ben finalement, LinkedIn va cocher la case comme quoi il y a une photo. Par contre, c'est pas ce qui va vous aider à générer du business. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui de façon assez rapide, c'est de vous expliquer comment obtenir un statut d'expert absolu, mais avec des critères qui sont des critères qualitatifs. Alors, je vais commencer par la photo. La photo, ça reste une photo. Par contre, la photo, c'est si vous étiez un produit, ça serait votre packaging. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place une photo qui donne envie de rentrer en relation avec vous, en fait, qui crée l'appel, qui crée le désir. Et par rapport à ça, il y a plusieurs facteurs à considérer, au-delà simplement des facteurs techniques, hein, sur les dimensions de 339 pixels par 375 en 72 dpi. Finalement, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est de donner une image professionnelle. Alors, pour donner une image professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez authentique. Si vous travaillez, si vous mettez jamais de cravate pour aller travailler, c'est pas la peine d'en mettre une sur LinkedIn. Ce qu'il faut éviter, c'est en fait, il faut recréer un contact. Votre photo doit recréer un contexte professionnel, doit être fidèle à l'image professionnelle que vous avez. Donc, il vaut mieux éviter tout ce qui est tenue trop décontractée, et on en voit beaucoup. Et à contrario, il vaut mieux également éviter tout ce qui est tenue trop endimanchée.
Concrètement, si vous aimez bien sur la photo du mariage du petit cousin, ça sert à rien de faire un recadrage. Personne ne vous reconnaîtra. Il vaut mieux éviter également tout ce qui est photo hors contexte ou trop personnel, hein. Rester vraiment dans un univers professionnel. Et puis pour augmenter la visibilité, puisque je vous rappelle qu'une photo sur votre profil, en fait, c'est une taille qui est extrêmement réduite. Il vaut mieux privilégier tout ce qui est arrière-plan uni ou en tout cas très contrasté. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est tout ce qui est photo matin, vous savez, les photos de passeport où vous faites la gueule, donner envie, rayonner de joie et de bonne humeur. L'important également, c'est d'avoir une photo de qualité, donc tout ce qui est photo floue ou pixelisée, c'est à bannir. Et puis, ce qui est à bannir également, c'est tout ce qui est photo de plein pied, puisque là encore, hein, pour une question de taille, si vous mettez de plein pied, vous ne serez pas reconnu. Il vaut mieux privilégier tout ce qui est portrait du plan américain. Le deuxième critère, c'est le titre. Alors le titre, c'est ce que vous allez trouver direct en dessous de la photo. Alors, si Charlène, si je bascule, si je change d'écran, est-ce que vous voyez mon profil là? Allez-y. Pour l'instant, non. 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 Alors, Vous êtes sur l'écran nettoyé peut-être? non, pas du tout. Hop, partage d'écran. Hop, le partage, excusez-moi. Alors j'en profite parce que Échange. il y a beaucoup de personnes dans le chat en attendant pendant que vous faites la bascule qui nous Ouais, demandent où est-ce que je trouve l'information sur mon statut. C'est sur le tableau de bord de votre profil. Donc voilà, il y en tout a à qui fait. ont l'info. Alors, là, vous devez voir mon profil LinkedIn. Est-ce que c'est le cas? Non, écran noir pour l'instant. On est en écran noir. Bon, écoutez, je vais reprendre Non, sur le c'est diaporama. bon. Ah, C'est bon là. donc Il y a un petit peu. quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, en fait, je vais arriver sur mon profil. Le titre, c'est bon sur mon profil, hein? Oui, c'est bon. Ok, le titre, c'est ce que je suis en train de surligner en bleu. Donc, c'est ce qu'il y a directement en dessous de votre nom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par défaut, LinkedIn va mettre dans votre titre votre job actuel. C'est-à-dire qu'il va aller piocher dans votre parcours le dernier poste que vous avez renseigné et il va le mettre par défaut dans votre titre. Le problème, c'est que, alors le problème que ça peut poser sur un plan de business, c'est que le titre, c'est également et c'est surtout un marqueur de référencement. Donc l'idée, c'est pas d'exprimer un job, c'est plutôt de vous focaliser sur des termes ou des expressions pour lesquelles vous souhaitez vous positionner sur LinkedIn. Vous voyez que sur mon profil, j'ai bien entendu laissé un statut de consultant web marketing, mais on va retrouver surtout des mots-clés tels que web marketing, stratégie digitale, social selling, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est de ne pas vous limiter à une fonction ou à une industrie, c'est d'identifier et d'intégrer vos propres mots-clés dans le titre et d'exprimer tout ça en 120 caractères maximum. Alors pour identifier et trouver vos mots-clés, le mieux c'est de commencer par dresser la liste de vos attributions et de vos savoir-faire. Ensuite, d'identifier les termes de recherche qui sont utilisés par les recruteurs pour des fonctions comme la vôtre. Concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que 90% du job a déjà été fait par les recruteurs. Si vous allez sur des annonces qui correspondent à ce que vous vendez, enfin au poste que vous occupez aujourd'hui, vous allez retrouver des termes qui sont des termes communs. Et en fait, ces termes communs, c'est un très très bon indicateur de ce que sont les mots-clés qui sont liés à votre fonction et donc les requêtes, les mots que les gens vont utiliser pour trouver des fonctions comme les vôtres, non pas dans une optique de recrutement, mais dans une optique de business. Le troisième conseil que je peux vous donner par rapport aux mots-clés, c'est d'aller vous comparer en fait à vos concurrents, tout simplement parce que c'est avec eux que vous allez rentrer en concurrence. Donc, autant identifier des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner en face de ces mots-clés. Logiquement, si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous allez en retrouver
vous allez en trouver pas mal. L'idée, c'est vraiment d'arriver à identifier les principaux pour pouvoir les faire entrer dans les 120 caractères qui vous sont alloués dans le titre. Maintenant, tous les autres, ne les jetez pas, gardez-les. Ils vont vous être utiles pour ce qu'on appelle l'info. Alors, l'info, c'est, je suis toujours sur mon profil là, Charlène. Oui, toujours. C'est bon. OK. Donc, l'info, c'est le bloc d'après, hein, c'est celui-ci. En fait, c'est le pitch de votre entreprise, c'est le pitch de c'est votre pitch, c'est ce que vous avez à vendre. Dans ce pitch, c'est l'occasion de vous présenter, mais c'est surtout l'occasion de commencer à établir, en fait, de commencer à envoyer des signaux sur ce que vous attendez de LinkedIn. Donc concrètement, l'idée, c'est pas de raconter votre vie, mais c'est plutôt d'aborder votre business sous 3 angles. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Et qu'est-ce que vous avez à vendre? Concrètement, ça, c'est la première façon de le faire. Il y a une deuxième façon. En fait, vous devez répondre à 3 questions. Pourquoi? Comment? Avec quoi? Alors, peu importe l'ordre, vous pouvez le faire dans cet ordre-là, mais vous pouvez également le faire dans l'autre ordre, hein, c'est-à-dire commencer par le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui vous travaillez dans cette industrie? Pourquoi vous avez créé cette entreprise? Ce pourquoi, comment vous le mettez en œuvre au travers de vos différentes actions chez vos clients, et puis avec quoi, quels sont les produits, les prestations que vous avez à vendre. Voilà. Il y a 2 façons. Moi, je vous invite à aller voir, si vous voulez bien travailler votre pitch, je vous invite à aller voir une vidéo de Simon Sinek, vous la trouverez facilement sur YouTube, qui s'appelle le Golden Circle, ou la théorie du why, et qui va vous expliquer comment les gens fonctionnent et comment optimiser ce qu'on appelle votre proposition de valeur unique. Les autres éléments qu'il faut prendre en considération sur le profil, c'est le parcours et les formations. Alors, pardon, juste, je reviens un petit peu sur l'info et le pitch. En fait, dans votre valeur, dans votre proposition de valeur, lorsque vous allez résumer dans les infos, vous allez positionner tous les mots-clés que vous avez identifiés et que vous n'avez pas utilisés dans votre titre. C'est ce qui va venir renforcer votre positionnement, renforcer votre visibilité sur LinkedIn. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que LinkedIn, c'est un site internet. Et qui dit site internet dit référencement sur Google. Et donc, meilleur sera votre référencement au sein même de LinkedIn, plus vous allez gagner de visibilité en dehors de LinkedIn. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous travaillez bien le référencement de votre profil dans LinkedIn, en fait, votre profil va se retrouver également sur Google, référencé dans les résultats de recherche. Donc, c'est vraiment un travail qui est important en termes de visibilité, de bien identifier ses mots-clés et de bien travailler son titre et son résumé. Le dernier point de profil auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui est parcours et formation. Alors, sur les parcours et formations, ça ne sert à rien de retracer toute la chronologie de votre parcours. Ce qui est important, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est vrai, si vous cherchez du business, c'est par rapport à ce que vous allez vendre aujourd'hui. Donc, ce que vous devez mettre en avant, c'est la fonction que vous occupez aujourd'hui et ce que vous pouvez proposer à vos clients au travers de cette fonction. Par contre, on sait d'expérience, puisqu'il y a des statistiques sur tout ça, qu'il est quand même important de renseigner plusieurs postes. Hein, donc, si vous avez si vous avez un parcours plus ou moins long, renseignez tous vos postes, développez plutôt la partie sur laquelle le poste actuel et essayez de synthétiser, de résumer au maximum les postes précédents. Ensuite, il y a un autre critère qui va renforcer votre visibilité, c'est les formations. Toutes les formations comptent sur LinkedIn et il faut les renseigner. Le fait d'avoir 2 formations va vous faire gagner encore plus de visibilité que quelqu'un qui ne renseignerait pas ces formations. Si vous faites tout ça, si vous travaillez votre photo, si vous travaillez votre titre en insérant les bons mots-clés, si vous développez votre résumé et si vous renseignez votre parcours et vos formations de façon correcte, vous allez tout de suite basculer en statut d'expert absolu. Et si vous suivez les recommandations que je viens de vous dire et que vous retrouvez dans la présentation que vous pouvez télécharger, vous allez avoir la possibilité de
vous positionner, de ressortir, de gagner en visibilité, mais de façon ciblée sur des termes et sur des business qui vous intéressent. Voilà. Dernier point en ce qui concerne le profil. Alors, ça joue pas dans le statut d'expert absolu, mais il y a un bloc qui s'appelle nos préférences, qui aujourd'hui vous permet d'ajouter des contenus médias à votre profil. Alors, ces contenus médias, c'est par exemple des vidéos, c'est des articles de presse, etc. C'est assez intéressant de les mettre en avant parce que c'est ce qui va vous permettre de renforcer en fait votre positionnement d'expert sur les visites auprès des visiteurs de votre profil. Donc, si vous avez des vidéos qui présentent votre société, si vous avez fait des interviews dans la presse ou sous forme vidéo, n'hésitez pas à les renseigner dans cette colonne-là. Ça sera toujours un plus. Alors, non pas en termes de statut, mais vraiment cette fois en termes de positionnement d'expert auprès des visiteurs de votre profil. Le truc en plus, et ça sera le dernier truc sur le profil, c'est de personnaliser l'URL de votre profil. Je vous disais tout à l'heure, LinkedIn, c'est un site internet et votre profil n'est qu'une page de ce site internet. Et donc, vous avez la possibilité d'aller personnaliser l'adresse de cette page. Alors, vous ne pourrez pas supprimer linkedin.com/in/. Par contre, Pierre, la partie… on n'est plus sur votre page LinkedIn, là, si vous pouvez vous remettre dessus. On est sur Alors, votre… je vais me remettre dessus. Oui, je vais me remettre dessus. Et du coup, on se fait une toute petite pause pour répondre. Les gens nous redemandent là sur le chat la référence de la vidéo Golden Circle. Et le Alors, monsieur vous tapez Simon Sinek sur YouTube et la vidéo, elle s'appelle Golden Circle ou la théorie du why. Mais si vous tapez Simon Sinek, de toute façon, vous arriverez, c'est sa vidéo qui y ressort. Ok. J'ai une autre question de Cédric qui nous demande s'il faut changer régulièrement sa photo et son pitch pour améliorer son référencement. Non, une fois que vous avez trouvé le bon équilibre, en tout cas sur le pitch et sur le titre, si vous avez bien travaillé vos mots-clés, ça sert à rien de le faire. Par contre, si vous évoluez dans votre discours, si vous évoluez dans votre business, ça peut, par exemple, si vous abordez des nouveaux marchés, ça peut être intéressant de venir l'enrichir. Voilà. Mais une fois que vous avez bien trouvé, une fois que vous avez trouvé le bon équilibre sur votre profil, que vous avez atteint ce fameux statut d'expert absolu avec des critères qui sont des critères, ce qui est important après, c'est de participer. C'est moins le profil que ce que vous allez raconter. Ok. On vous laisse nous montrer la personnalisation d'URL. Allez-y. Alors, la personnalisation d'URL, c'est assez simple. Vous voyez que là, je suis sur mon profil. Et sur la droite, vous allez trouver modifier le profil public et l'URL. Si vous cliquez dessus, On n'y est pas là, on ne vous suit pas. Ça ne s'affiche pas à l'écran. ça ne s'affiche pas. En fait, on est sur votre profil, mais on ne voit pas ce que vous faites. Alors, vous voyez pas ce que je fais. Alors, moi, ce que je vois dans l'écran d'affichage, c'est qu'en fait, vous êtes sur la bonne fenêtre. Donc, Ok, sur la droite de l'écran, vous avez modifié votre URL personnalisée et en dessous, vous avez l'adresse de votre profil LinkedIn. Alors ça, c'est une adresse qui est intéressante d'avoir pour la communiquer en signature de vos emails, sur votre site internet, etc. Et cette adresse-là, en fait, vous voyez qu'à côté, il y a un petit stylo. Donc, si je clique sur le stylo, j'ai la possibilité d'aller changer la terminaison d'URL. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que par défaut, LinkedIn va vous mettre donc linkedin.com/in/ votre nom 9381 UZ VB 06, ce qui ne veut absolument rien dire. Par contre, si vous faites coller les URL, la terminaison d'URL au plus proche de votre nom de famille et votre nom et votre prénom, ça peut être dans les deux sens, hein, prénom, nom ou nom, prénom, vous allez augmenter la possibilité d'être retrouvé par des personnes qui vous cherchent. Tout simplement pour une logique de référencement, et ça jouera également sur le référencement de votre profil au sein des moteurs de recherche. Voilà. Je retourne sur la présentation. Alors, excusez-moi.
On a un petit temps de latence en effet, hein, mais c'est pas grave, on y arrive. Est-ce que tous les conseils que vous êtes en train de nous donner, Pierre, sont aussi valables pour les pages entreprises? Nous demande Saïda sur le chat. Non, les pages d'entreprise fonctionnent différemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démarche, ce qu'on appelle la démarche social selling, hein, donc être dans une démarche de business sur LinkedIn, c'est avant tout une démarche personnelle. Et tous les outils de LinkedIn sont sur le profil. Les outils, j'entends les outils qui vous permettent de développer cette approche, sont sur le profil et pas sur la page entreprise. La page entreprise a un gros intérêt. Si vous êtes si vous avez une société, si vous gérez une société qui a plusieurs employés et notamment une équipe commerciale et que vous voulez que cette équipe commerciale puisse entreprendre à titre individuel, d'accord, une démarche de social selling. Et en fait, la page entreprise va servir à publier des contenus que chacun des membres de l'équipe commerciale va pouvoir s'approprier en les republiant sur son profil. Voilà. Mais les actions, le côté interactif de LinkedIn se fait toujours à partir d'un profil. Ok, très bien. Ok. Voilà. Donc l'URL, on en a parlé. Pardon? Vous êtes revenu sur les slides, c'est tout bon, allez-y. Ok, là c'est bon, je vois en plus ce qui s'affiche, donc c'est bon. Donc maintenant on va parler, on vient de parler du profil, c'est quand même un gros morceau. On va parler maintenant de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'audience de base. Alors c'est quoi une audience de base? C'est 100% des personnes que vous connaissez dans la vie réelle, j'insiste bien, hein, dans la vie réelle, et qui peuvent avoir une utilité pour votre business. Concrètement, toutes les personnes que vous croisez au quotidien ou pas, hein, d'ailleurs, ou que vous allez connaître dans les prochaines semaines, doivent être, si elles ont un intérêt pour votre business, doivent être parmi vos contacts LinkedIn. Alors, cette audience de base, elle est extrêmement importante pour la raison suivante. Je crois qu'on avait préparé un petit sondage là-dessus. Je vais vous poser une question. À votre avis, quel pourcentage de vos contacts peut voir ce que vous publiez sur LinkedIn? Ok, j'ai lancé le sondage, Pierre. Ok. Alors, on va se prendre quelques minutes. On laisse quelques secondes aux participants pour répondre. La plupart d'entre vous, vous êtes plus de 30% à nous dire, à répondre moins de 10%, 30% à dire entre 10 et 20, et 20% quand même pensent que tous les contacts peuvent avoir voir les publications. Alors la réponse, elle est quand même. Alors je vais reprendre la main, Charlène. Je vais faire. La réponse, en fait, elle est. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont trouvé. C'est que seuls 4 à 10% de vos contacts, les gens qui sont dans vos contacts LinkedIn, voient ce que vous publiez sur LinkedIn. Par contre, vous avez la possibilité d'augmenter ce pourcentage, de dépasser cette barre des 10% en fonction du taux d'engagement que vous allez obtenir sur vos publications. Alors, ce que j'entends par taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions que vous allez obtenir, des likes, des commentaires, des partages, etc. À chaque fois que quelqu'un va liker, partager ou commenter une de vos publications sur LinkedIn, vous allez gagner environ 100 à 110 vues supplémentaires de votre publication. C'est-à-dire que LinkedIn va augmenter de 100 vues, va diffuser à 100 personnes de plus. Or, ce qu'on sait, c'est que l'audience de base, c'est-à-dire que les gens que vous connaissez vraiment, pas des gens que vous connaissez de façon uniquement virtuelle sur LinkedIn, les gens que vous connaissez vraiment dans la vraie vie, auront plus tendance à venir liker ou commenter ce que vous publiez que des gens que vous ne connaissez pas encore dans la vie réelle. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir, quand vous vous lancez sur LinkedIn, une audience de base, parce que c'est vos premiers fans, hein, c'est eux qui vont vous apporter du like et vous permettre de gagner en diffusion sur LinkedIn bien au-delà de cette première audience, de base. Alors, pour constituer une audience de base, on peut se dire que le travail est énorme. Hein. Si je dois mettre 100% des gens que je connais dans la vie réelle, par où je commence? Il y a une méthode en fait pour faire le tri qui s'appelle la méthode Friends. Vous la retrouvez dans la présentation. Je ne vais pas la commenter trop
trop en détail. Juste, voilà, il y a quelques questions, en fait, quelques sphères de vos connaissances à aborder, qui sont les amis, la famille proche élargie, tout ce qui est réseau d'anciens élèves, etc., les anciens collègues, les anciens patrons, qui peuvent, voilà, si vous segmentez suivant ces catégories-là, vous allez réussir à créer une liste exhaustive pour votre business. Et dans cette liste, il y a un facteur qui est, enfin, un paramètre, pardon, une catégorie qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle les relations extra-professionnelles et privées. Je vous donne un exemple concret. Par défaut, je n'aurais pas pensé à mettre mon expert comptable parmi mes contacts de LinkedIn, si ce n'est qu'aujourd'hui, mon expert comptable est spécialisé dans les startups. Moi, je travaille avec des startups, c'est-à-dire que je leur fournis des prestations en marketing digital. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut recommander mon business. Donc, le mettre au courant de ce que je fais en l'ayant parmi mes contacts LinkedIn, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est dans cette approche-là qu'il faut identifier les gens que vous connaissez et qui sont utiles à votre business. C'est ça que j'entends par utile à votre business. C'est des gens qui peuvent être soit acheteurs, là c'est évident, mais également prescripteurs de vos services, de vos produits ou services. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on appelle les étrangers. Toute personne que vous allez rencontrer dans un networking, etc., vous devez prendre le réflexe d'aller la chercher sur LinkedIn quasiment en instantané, en tout cas avant qu'elle vous oublie, pour pouvoir la solliciter. Une fois que vous avez établi la liste des personnes que vous voulez mettre dans votre audience de base, il y a 3 options. La première option, c'est d'aller les chercher une par une dans la barre de recherche. Alors, je vais rebasculer sur mon profil. C'est bon, vous voyez la Charlène? Pas encore. Pas encore. Ça y est, c'est bon. OK. Donc là, la page a dû se rafraîchir. Si je vais dans la rubrique réseau, je vais aller cliquer sur réseau. Vous voyez que sur la, alors on ne le voit pas encore, c'est en train de s'actualiser. Sur la gauche de l'écran, j'ai les options continuer ou plus d'options. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous installez l'application LinkedIn sur votre smartphone ou que vous créez un compte LinkedIn, LinkedIn va aller chercher dans toutes les applications ou toutes les sources de contacts, que ce soit dans vos boîtes mail, que ce soit dans vos contacts divers et variés que vous pouvez avoir dans des applications. Et il va croiser en fait ce qu'il trouve avec les membres du réseau LinkedIn. Et donc, par défaut, si vous faites continuer, ici, il va vous proposer toute une liste de contacts qu'il a identifiés comme des gens avec qui vous êtes en relation d'une façon ou d'une autre, d'accord, et qui sont également présents sur LinkedIn. Et donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller cocher les croix pour pouvoir et de faire ajouter les relations que vous voulez ajouter. Donc ça, c'est la deuxième option. C'est la première option, en fait, qui va vous éviter d'aller rechercher toutes les personnes une par une en utilisant la barre de recherche. La troisième option, elle est beaucoup moins connue. Et moi, c'est celle que je vous recommande en fait. C'est de créer un fichier Excel avec les gens qui vous intéressent. Alors, le fichier Excel, il est simple, hein. Vous faites nom, prénom et adresse email. Et ce fichier Excel, vous allez l'enregistrer au format CSV. Donc, plutôt que l'enregistrer au format XLS, hein, ou XLX, qui est le format d'Excel, vous allez l'enregistrer au format CSV, fichier enregistré sous format CSV. Une fois que vous avez créé ce fichier-là, vous allez utiliser l'option qui est ici à côté de continuer, plus d'options. Et vous avez à droite d'utiliser une de celles-ci, un petit symbole qui vous permet d'aller télécharger votre fichier. Donc, à ce moment-là, vous allez prendre le fichier que vous venez de créer au format CSV, vous allez cliquer là-dessus, vous allez télécharger votre fichier directement dans LinkedIn depuis votre ordinateur. Et c'est LinkedIn qui va faire tout le travail d'aller chercher les gens qui sont dans le fichier et les croiser avec les membres de LinkedIn. Et automatiquement, il va leur envoyer une invitation de mise en relation. Et donc, comme c'est des personnes que vous connaissez déjà, forcément, c'est des personnes qui répondront. Vous n'avez pas besoin de personnaliser l'invitation.
des personnes qui, la plupart du temps, répondront présent à votre sollicitation. On Alors, bascule sur la présentation. Oui, excusez-moi, sur le chat, les gens nous disent qu'ils n'ont pas vraiment vu où vous avez cliqué. Est-ce que vous pouvez remontrer déjà la première solution et refaire voir où est-ce que vous importez vos contacts? Parce que alors, la première solution, c'est d'utiliser la barre de recherche. La barre de recherche, c'est ce que vous voyez directement en haut à droite du logo LinkedIn. D'accord? Donc là, si vous tapez un nom, en fait, il va vous proposer les personnes qui correspondent à ce nom-là. Le deuxième, c'est quand vous allez dans la deuxième option, c'est que vous allez dans réseau. Vous cliquez sur l'icône réseau. C'est ce que je viens de faire. Est-ce que mon écran s'est affiché? C'est actualisé? là, c'est bon, oui. Ok. Quand vous descendez sur la colonne de gauche, vous avez l'importation de vos contacts est prête. Si vous cliquez sur continuer, il va vous proposer une liste de contacts qu'il a trouvé parmi toutes les applications, au sein de toutes les applications que vous utilisez. Que ce soit des applications de mail, que ce soit des applications de réseaux sociaux ou autres. D'accord? La troisième option, vous allez également la trouver au même endroit, c'est-à-dire dans réseau. Ouais. À côté de continuer, donc en bas à gauche, à côté de continuer, vous avez plus d'options. Okay, donc vous cliquez sur plus d'options. OK, et vous arrivez sur une nouvelle fenêtre. Donc là, elle doit s'afficher. Oui. OK. Et à droite, donc, parmi les options qui vous sont proposées, vous avez, donc ça commence par où utiliser une de celles-ci. D'accord? Vous avez le logo de Gmail, Yahoo, Outlook, etc., etc. Et la dernière option qui vous est proposée, c'est télécharger un fichier. Et c'est là, en fait, que vous allez cliquer pour aller télécharger le fichier CSV que vous avez créé. Et après, c'est LinkedIn qui fait tout le boulot. Vous n'avez plus rien à faire, c'est lui qui envoie les invitations. Alors, dans la poursuite de cette démonstration, on nous demande là sur le chat, Freddy et Hervé nous demandent, est-il bon d'accepter des contacts que l'on ne connaît pas ou des personnes qui n'ont pas forcément une bonne presse, ou bref, faut-il accepter systématiquement toutes les personnes qui consultent notre profil? Vaste. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, cette question-là, les personnes que vous ne connaissez pas, c'est le sujet d'ailleurs du prochain webinaire de la semaine prochaine, c'est la sphère d'influence. C'est-à-dire que ce n'est pas votre audience de base, ce n'est pas les personnes que vous connaissez dans le monde réel, c'est les personnes qui peuvent vous aider à vous positionner comme expert ou en tout cas vous apporter du business, ou être positif pour votre business. Donc, en fait, la réponse, elle est dans la question. Si vous ne les connaissez pas et qu'ils ont un intérêt pour votre business, soit parce que c'est des clients potentiels ou des prescripteurs ou des décideurs, bah, oui, vous avez tout intérêt à les accepter. Par contre, si c'est des gens qui ont mauvaise presse, qui n'ont aucune relation avec votre business, etc., moi, je vous invite à être sélectif. Hein. C'est très important. Hein. J'ai aujourd'hui des clients qui viennent me voir, ils ont 13 000 contacts. Ça a été le maximum de mes clients. 13 000 contacts, ok, mais ils génèrent aucun business. Et la raison est simple, c'est que finalement, ils n'ont pas préqualifié leur contact en mettant un critère strict qui est est-ce que c'est utile ou pas à mon business. Voilà. Donc l'important, ce n'est pas le nombre de contacts, l'important, c'est la qualité du contact et ensuite ce que vous en faites. OK? Donc cette audience de base, je vous rappelle simplement là où on en est, hein, on n'est pas dans la sphère d'influence, là on est vraiment dans l'audience de base. Hein. La première audience à constituer quand vous vous lancez sur LinkedIn, c'est des gens que vous connaissez dans la vie réelle ou que vous rencontrez dans la vie réelle et donc qui auront plus propension à aller donner un écho positif, en tout cas à générer des interactions sur vos publications quand vous prendrez la parole ou vous publierez sur LinkedIn. Et donc, c'est eux qui vont être le premier levier pour donner de la visibilité bien au-delà de vos simples contacts à ce que vous publiez. Alors, il n'y a pas de taille critique hein, pour ce qu'on appelle l'audience de base. Hein, donc, les personnes que vous connaissez, je vous ai mis ici quelques chiffres. Hein, vous voyez que parmi les pays où les membres ont le plus de contacts, on va retrouver par exemple Singapour, 152 contacts en moyenne. Très concrètement, des chiffres comme 152, 143, etc. Vous voyez les villes en France aussi. À Lyon, les gens ont 111 personnes en contact en moyenne. Ça, ce n'est pas des chiffres avec lesquels on fait du business. Par contre, c'est des chiffres à connaître.
Si vous avez, l'intention de développer du business ou de solliciter une personne et que vous voyez qu'elle est dans cette moyenne-là, concrètement, perdez pas trop votre temps parce que c'est des gens qui sont pas dans une dynamique de recherche de business au travers de LinkedIn. C'est des gens qui ont créé un compte à un moment, qui utilisent ça un petit peu par curiosité, mais qui sont pas actifs. Alors vous, ce que vous recherchez, c'est non seulement des gens qui sont utiles à votre business, mais c'est aussi des gens qui vont être actifs au quotidien et qui vont pouvoir vous envoyer, on l'abordera dans une troisième partie, mais des signaux forts d'intention d'achat. Alors, je disais, il n'y a pas de règle, mais 1000, c'est pas mal. 1000, c'est pas mal pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Hein. C'est en fait, seuls 4 à 10% de vos contacts voient ce que vous publiez. Et si votre audience, si vous avez une bonne audience de base, c'est elle qui va réagir à vos publications et donc qui va augmenter la portée de vos publications. Je vous ai mis ici 6 exemples sur une base de 1000 personnes. Donc, 1000 contacts. Quand vous publiez quelque chose, vous obtenez 2 interactions, par exemple 2 j'aime, il y a 250 personnes qui vont voir ce que vous faites. Plus vous allez obtenir de j'aime ou d'interactions, donc plus la diffusion de votre publication va être importante. Et vous le voyez, on augmente donc 2, 4, 6, 11, 23 interactions. Et la dernière, il y a 67 j'aime, 18 commentaires. Et vous voyez qu'on est à 4955 vues de ce qui a été publié sur LinkedIn. Sur une audience, on rappelle, un nombre de contacts qui est 2000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez bien votre audience de base et que vous travaillez surtout l'engagement, mais ça sera un autre sujet, si vous travaillez bien l'engagement par la façon dont vous publiez, en fait, vous allez réussir à dépasser, à donner une visibilité à vos contenus bien au-delà de vos simples contacts. Et c'est là que ça devient intéressant, tout simplement parce que c'est là que vous allez commencer à toucher des gens, à attirer vers vous et non plus à aller chercher. Des gens qui, eux, sont déjà préqualifiés par rapport à l'intérêt qu'ils portent à ce que vous publiez. Et donc, si vous avez fait attention à votre ligne éditoriale, qui seront déjà préqualifiés par rapport à une intention d'achat. Et c'est précisément le quatrième point de cette présentation d'aujourd'hui. Mais je vais avancer. Ce qui vise au moins, si vous voulez gagner en visibilité, mais surtout, si vous voulez que vos visiteurs aient des éléments de réassurance par rapport à votre expertise d'un domaine, le mieux, c'est d'aller solliciter des témoignages et des recommandations. Côté témoignages et recommandations, alors les témoignages, vous savez, c'est des gens qui viennent dire sur votre profil qu'ils ont travaillé avec vous, que c'était génial, etc. Alors, bien entendu, c'est à vous de solliciter les gens. Moi, je vous conseille, bon, ça coule de sens hein, à les solliciter uniquement que les gens qui ont un avis positif, hein, n'allez pas mettre des avis négatifs. Par contre, ce que je voulais attirer votre attention sur 2 choses. Il y a 2 raisons pour lesquelles les gens peuvent refuser une recommandation, de vous accorder un témoignage, pardon. La première, c'est le manque de temps. Et la seconde, c'est le manque d'inspiration. N'hésitez pas, au moment où vous allez solliciter des recommandations de la part des gens, ça se fait au travers du profil, on y reviendra dans une autre présentation, ça se fait au travers du profil. Au moment où vous sollicitez les gens, n'hésitez pas à leur demander ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire, dites-leur, par exemple, voilà, vous avez assisté aujourd'hui à ma présentation LinkedIn. Vous pourriez peut-être, par exemple, si ça vous a plu, ce serait gentil de me donner une recommandation. Peut-être expliquer que vous avez apprécié ça ou ça. Alors attention, parce que vous pouvez orienter les gens sur ce qu'ils ont à dire, de telle façon à leur faire gagner du temps et de stimuler leur inspiration, mais leur mettez pas des recommandations préécrites, parce que le risque, c'est qu'après, vous allez vous retrouver avec 17 personnes qui vont mettre toutes la même recommandation, et là, ça sera absolument l'effet inverse de ce que vous recherchez. Et vous allez perdre en crédibilité. Alors là, vous êtes vraiment dans une recherche de crédibilité. Le dernier point, c'est les recommandations. Les recommandations, c'est ce que vous définissiez dans votre profil. Alors, c'est vous qui les définissiez. Par contre, c'est les gens qui viennent les approuver. Vous ne pouvez faire aucune action là-dessus.
le seul conseil que je vous donne avec ça, il vaut mieux avoir peu de recommandations, peu de compétences affichées, mais avec beaucoup de recommandations, plutôt que beaucoup de compétences très peu recommandées. Et là encore, une question de crédibilité. Le dernier point, c'est ce que vous allez dire sur LinkedIn, ce que vous allez raconter. Donc, je vous rappelle, hein, c'est le dernier point de la marque professionnelle. Donc, Charlène, vous m'entendez encore? Oui, Parce que là, j'ai un on est signal là. comme quoi la connexion est mauvaise. D'accord. On est là. Donc, le dernier point, c'est ce que vous allez raconter sur LinkedIn, c'est votre prise de parole. La prise de parole, en fait, c'est ce qui va vous permettre de générer du business et surtout de préqualifier les gens avec qui, en fait, que vous allez attirer vers vous. Alors, ça va vous permettre, dans un premier temps, d'étayer votre positionnement d'expert par une prise de parole qui doit être une prise de parole thématique, et ça va vous permettre également d'étendre votre influence au-delà de vos contacts de premier niveau, au-delà de l'audience de base que vous allez constituer. Alors, je vais juste développer un point qui est celui de la ligne éditoriale. De quoi devez-vous parler sur LinkedIn? C'est une question à laquelle vous devez vous répondre avant même de vous lancer. En fait, vous avez une expertise. Bien entendu, c'est de cette expertise-là que vous allez parler. Ça semble logique. Par contre, cette expertise-là, vous pouvez la développer en différents sujets. Et il y a 3 sujets pour chaque expertise, chaque thématique. C'est pourquoi, comment, avec quoi. Et ces 3 sujets doivent croiser, répondre en fait à la problématique de vos clients. Vous avez un truc à vendre, que ce soit un produit ou un service. Vos clients ont besoin de ce produit ou de ce service. Maintenant, à vous, ils se posent des questions. Et ils se posent 3 questions qui sont pourquoi j'ai cette problématique, comment je peux la résoudre et avec quoi je peux la résoudre. Et donc, votre démarche, votre ligne éditoriale, en fait, elle doit répondre à ces trois problématiques. Donc, tout ce que vous publiez sur LinkedIn, en fait, doit répondre à une de ces 3 questions. Alors, je vais vous donner, et ça sera le mot de la fin, c'est mon méga bonus. Hein. Je vais vous donner mon arme secrète. Aujourd'hui, je la diffuse à un grand nombre de personnes, mais bon, si ça pouvait rester un peu confidentiel entre nous. En fait, pour identifier les questions que se posent les gens par rapport à une problématique, qui est la problématique à laquelle vous répondez, vous avez un site qui s'appelle 1.fr. Ce site 1.fr, en fait, je vais aller dessus et je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez là à l'écran? Oui, on est sur votre page LinkedIn pour l'instant. Ah, alors, je viens de basculer sur le site 1.fr, logiquement. Charlène, quand vous me voyez à l'écran, vous me dites go. C'est bon. Go. OK. Donc ce site-là, vous pouvez l'utiliser. Ce que je vous montre là, hein, c'est en version gratuite. Vous voyez que vous avez la possibilité d'optimiser votre texte et idée de contenu. Quand vous allez sur idée de contenu, on va vous demander, de quoi vous voulez parler. Et là, c'est ce que j'appelle moi la thématique. En ce qui me concerne, par exemple, je vends des prestations ou des formations sur LinkedIn. Donc je vais taper LinkedIn. Qu'est-ce que je pourrais publier en termes de thématique? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma ligne éditoriale sur LinkedIn? Donc, je vais choisir LinkedIn, je fais Go. Et là, le site va me proposer un certain nombre de questions qui sont les questions que posent le plus fréquemment les internautes dans les moteurs de recherche. Et donc, concrètement, ce que je vois, c'est que la question qui est le plus posée dans les moteurs de recherche concernant LinkedIn, c'est comment prospecter sur LinkedIn. Donc moi, si je veux vendre de la prestation LinkedIn, ce que je vais faire, c'est que je vais publier des articles, ou en tout cas trouver des articles et relayer des articles dans LinkedIn sur comment prospecter sur LinkedIn. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a 3 niveaux de contenu, 3 sujets sur une thématique. C'est le pourquoi, comment, avec quoi. Et vous voyez qu'ici, c'est exactement ce qu'on retrouve. Comment prospecter sur LinkedIn, pourquoi utiliser LinkedIn. Donc, moi, je commencerai plutôt sur pourquoi utiliser LinkedIn. La réponse que j'apporterai, c'est dans ma publication, c'est utiliser LinkedIn parce que ça peut vous aider
à développer votre leadership commercial et à trouver des clients. Comment prospecter sur LinkedIn? Et là, je ferai un article où je dirai aux gens comment. Alors, dans la façon de répondre à la question du comment, c'est ce que les gens doivent faire, mais pas exactement comment ils doivent le faire. Parce que sinon, si leur dit comment ils doivent le faire, bah forcément, à un moment ou à un autre, ils n'auront plus besoin de vous. Et la dernière question, c'est avec quoi, en sens élargi. On a ici, par exemple, une question, c'est quand on publie sur LinkedIn, bah là, on est sur le côté opérationnel. OK? Voilà. J'ai essayé de faire au plus vite. On a 4 minutes de retard, mais moi, j'ai fini avec cette présentation. Simplement parce que j'ai fini d'aborder le premier point qui est donc la première clé de LinkedIn, hein, puisque je vous rappelle pardon, qu'il y avait. Alors, j'essaie de rebasculer sur mon diaporama. Il y a 3 clés de la réussite sur LinkedIn, hein, savoir communiquer sa marque professionnelle, et c'est tous les éléments que je viens de vous donner aujourd'hui. La semaine prochaine, ce qu'on vous propose de voir, c'est comment développer votre sphère d'influence, c'est-à-dire comment construire un réseau avec des gens que vous ne connaissez pas encore, comment identifier un réseau avec des gens que vous ne connaissez pas encore pour pouvoir développer du business. Et la troisième partie, ça sera comment éviter ou en tout cas sortir du piège de la friend zone, et ça, je vous en dirai plus dans 2 semaines. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, bien entendu. Et n'hésitez pas à télécharger la présentation. L'adresse, je vous le rappelle, est dans la boîte de chat. Charlène, c'est à vous. Oui, alors, merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Nous avons beaucoup de questions sur le chat. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. Il y a encore beaucoup de participants en ligne. Alors, si vous avez encore 5 bonnes petites minutes, Oui. Pierre, je vous propose de partager avec vous les questions et de tenter d'y répondre. Allons-y. Sur toutes les questions un petit peu techniques que vous nous avez posées sur le chat, sur les manipulations que Pierre Bon vous a montrées, je vous propose d'y répondre directement par email ou de vous refaire des imprimés écran pour vous montrer, ou n'hésitez pas à nous ressolliciter, ce sera plus simple. Ensuite, sur des questions un petit peu plus généralistes, j'ai une question d'Olivier, par exemple, qui nous demande est-ce que le contenu que l'on publie peut être un copier-coller de notre site web ou de notre blog? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, ça, j'adore. Ben oui, bien sûr, et c'est même tout l'intérêt. Demain, alors ça a très peu de chances que ça arrive, hein, puisque LinkedIn appartient à Microsoft aujourd'hui. Mais imaginons que demain, LinkedIn mette la clé sous la porte. Tout ce que vous avez construit sur LinkedIn, vous allez le perdre. Le seul truc sur Internet dont vous avez 100% la maîtrise, c'est votre site Internet. Donc finalement, à un moment ou à un autre, tout ce qui se passe sur LinkedIn doit ramener sur votre site Internet. Et c'est sur votre site Internet que ça se joue, que ça se jouera en tout cas. Donc oui, bien entendu, si vous créez des contenus qui sont des contenus de blog, c'est ces contenus-là qu'il faut aller publier sur LinkedIn de telle façon à ramener du visiteur et du trafic sur votre site Internet. Ça coule de source. Ok. Alors, une question qui est beaucoup revenue aussi, Pierre, c'est l'intérêt de passer sur une option LinkedIn Premium. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les différences entre un compte gratuit et un compte Premium? Quel est l'intérêt? Alors, un compte premium, déjà la question, elle est compliquée. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Parce qu'il n'existe pas un compte premium, il existe une multitude de comptes premium qui sont orientés par rapport à différentes solutions, qui sont des solutions de vente. Et donc là, on va plutôt parler de Sales Navigator, voilà. Ou des solutions de recruteurs, ou des solutions de recherche d'emploi. Recherche d'emploi, ce sera Job Seeker. Les recruteurs, j'ai oublié, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, quelle que soit la solution ou en tout cas l'objectif que vous avez sur LinkedIn, bien entendu, il y a une solution payante. Mais la base, c'est que la formule premium ne va pas faire le job à votre place. Et donc, si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux, finalement, ça ne vous sert à rien d'avoir une formule payante. Ce que va vous amener la formule payante, c'est des fonctionnalités supplémentaires et des possibilités supplémentaires. Mais c'est pas par exemple un compte premium qui va aller publier à votre place, qui va vous dire quoi publier, qui va vous dire qui cibler sur Internet, etc., etc. Et donc le sens de ces webinaires, là, de cette série de webinaires qu'on propose, c'est justement de comprendre les fondamentaux.
C'est ça qui est important. Une fois que vous avez les fondamentaux et que vous commencez à toucher les limites d'une fonction, d'un profil gratuit, là, en effet, la question du profil payant, donc, du premium, peut se poser. Je vous donne un exemple. J'ai un client actuellement avec qui on fait un coaching qui a suivi les indications à la lettre et qui a explosé en fait sa possibilité de mise en contact en une semaine. C'est-à-dire que pendant un mois, il ne pouvait plus envoyer de message, il pouvait plus envoyer de message au travers de LinkedIn et faire des recherches, ce qu'on appelle des recherches programmées ou des recherches imbriquées. Et donc, tout simplement, parce que vous êtes limité à 300 recherches, je crois, voilà, la seule option, ce que va vous permettre, par exemple, un profil premium, c'est d'outrepasser ses limites. Ça va vous donner plein de fonctionnalités, ça va vous permettre également de créer des fils de prospection, etc., etc. Mais encore une fois, la question, elle se pose une fois que vous avez toute la maîtrise des fondamentaux. Ok, super. Écoutez, il est 14h39. Beaucoup de gens me demandent quand est-ce que se tiendront les prochains webinaires. Donc, je vais reprendre la main. D'accord. Je vais montrer mon écran. Hop. Vous devriez voir. Voilà. Vous devriez voir à peu près ça en grand écran. C'est encore mieux. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention. C'était très intéressant. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses. C'était très riche. Encore merci. Comme d'habitude, je vais vous demander encore 2 petites minutes d'attention simplement pour répondre au questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire quand nous allons fermer la session. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 21 avril, pour un prochain webinaire autour de la mise à jour de votre document unique. C'est l'occasion, on a un petit peu de temps pour faire ça. Sinon, la suite des webinaires autour de LinkedIn, comme annoncé par Pierre, ce sera vendredi prochain, le 24 avril, toujours à 13h30. Nous parlerons donc de développer sa sphère d'influence. Et le troisième et dernier rendez-vous avec Pierre Bon, ce sera le mercredi 29 avril à 13h30. Évitez de vous faire friendzoner sur LinkedIn. Voilà, je crois que c'est tout bon. Encore merci à tous. Merci Pierre. On essaiera, la connexion était un petit peu moins bonne. On essaiera de faire un peu mieux la prochaine fois. Merci à tous et merci Pierre et bon après-midi. Bon après-midi, merci à tous. Au revoir.